Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Radio. Un petit peu en direct des régions cette semaine dans Business Club de France sur BFM Radio. Après l'Auvergne et le Nord, nous venons de le voir juste avant les infos. Direction les dom-toms. Peut-on faire du business avec les dom-toms? Destination que nous, métropolitains, associons systématiquement aux vacances. Mais nous vous verrons dans un instant qu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui font bouger cette France lointaine et qu'il y a aussi des entreprises métropolitaines qui s'intéressent aux dom-toms. Direction Tours, où l'entreprise Delta Informatique vient de signer un joli contrat avec l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie. C'est dans l'actualité. Georges Ayoub, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc à la direction commerciale de Delta Informatique, entreprise basée à Tours, je le disais. Avant de parler de ce contrat, un mot peut-être de présentation de Delta Informatique. Quelles sont vos activités et combien êtes-vous? Alors, nous sommes 250 personnes sur Tours et nous avons environ 60 personnes dans les filiales au Maghreb et puis en Afrique francophone. Oui. Alors, un petit mot sur vos activités, sur votre spécificité. Alors, nous sommes éditeurs en fait de logiciels bancaires intégrés qui s'appelle Delta Bank. C'est une sorte d'un ERP bancaire qui couvre l'ensemble des applicatifs d'un établissement financier de A à Z, à savoir la comptabilité, les opérations agences, les moyens de paiement, crédit, opérations internationales, trésorerie, etc. D'accord, donc c'est un gros logiciel qui permet effectivement de gérer tout cela. Alors aujourd'hui, ce pro logiciel, ça s'appelle comme ça précisément, Delta Bank, est installé au cœur de 140 banques dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient et dom-tom. Je soulignerai que 98% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Alors votre actualité, je le disais à l'instant, c'est ce contrat avec l'OPT, c'est l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie. Vous leur avez fourni donc ce pro-logiciel Delta Bank. Et vous écrivez dans ce communiqué de presse, après un long processus, vous avez été choisi par l'OPT. Ça veut dire quoi un long processus? Ça a été long, difficile pour ce contrat? C'est-à-dire pour ce genre de projet, il y a déjà nativement un processus assez long de sélection. Oui. Puis en plus, il y a toujours des changements d'ordre politique et stratégique dans l'orientation en fait de son activité, et tout ça rallonge en fait la durée de sélection. Ouais, complètement. Vous leur avez fourni, j'imagine, donc ce pro logiciel, d'autres contrats, je crois, même en Nouvelle-Calédonie cette fois-ci. Oui. Alors, est-ce qu'il est facile de négocier avec les compatriotes ultramarins à plus de 10 000 kilomètres de la métropole? Je prends l'exemple de Tahiti, par exemple. C'est pas très simple. Enfin, c'est pas très simple dans la mesure où il y a toujours 12 heures de décalage, mais on fait en général des déplacements sur place où eux ils viennent vers le métropole pour faire des workshops et des présentations ici. Et puis évidemment avec les moyens modernes d'email. Ouais. Et puis il n'empêche que j'imagine que vous avez, ce sont quand même des pays et territoires, on va en parler tout à l'heure, où le contact, ce qu'on appelle l'oralité tout simplement, hein, la parole est importante. Vous évoquiez le décalage horaire tout à l'heure. Si je me trompe pas, la Nouvelle-Calédonie, le décalage horaire est de plus 9 heures par rapport à Paris. Et Tahiti, pouf, on passe de l'autre côté, c'est moins 12 heures en été. C'est le grand écart, là, Georges Ayoub, j'imagine que ne serait-ce que pour votre service client, pour pouvoir parler aux gens, il faut que vous soyez disponible 24 heures sur 24. Tout à fait. Et justement, depuis que nous avons réalisé la première affaire à Tahiti, nous avons adapté un peu notre helpdesk et notre service client pour pouvoir assurer un service 24 heures sur 24, justement pour ces territoires assez lointains. Puis évidemment, en cours de projet, nous avons même des collaborateurs expatriés qui partent là-bas pour passer 1 an, voire 2 ans, la durée du projet. Merci beaucoup, Georges Ayoub de Delta Informatique à Tours, C'est moi qui vous remercie. qui vient donc de décrocher ce contrat avec l'Office des Postes et Télécommunications en Polynésie française. Merci. Business Club de France sur BFM Radio. Et oui, nous poursuivons cette émission de Business Club de France sur BFM Radio et nous allons dans les dom-toms. Alors pour nous, métropolitains, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion ou encore Tahiti, ce sont des destinations de vacances avant tout. Mais ces territoires et départements d'outre-mer, eh bien, abritent aussi bon nombre de patrons innovants qui font eux aussi bouger la France. Cette France lointaine, mais aussi
la France telle qu'on peut la connaître ici en métropole, cette France hexagonale. J'ai cité quelques départements au territoire d'outre-mer. Je voudrais pas oublier qu'il y a aussi la Nouvelle-Calédonie ou encore Wallis et Futuna, Tahiti, ça c'est pour la partie Pacifique, la Réunion et Mayotte pour la partie océan Indien, et du côté Atlantique, c'est la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, sans oublier Saint-Pierre et Miquelon qui est un peu à part avec 6000 habitants. Mais au total, c'est 2,5 millions d'ultramarins, des chefs d'entreprise talentueux, mais aussi parfois une image écornée après par exemple les grèves dures qui ont touché la Guadeloupe ou encore la Martinique au début de l'année 2009. Ces dirigeants ultramarins qui font bouger la France, nous sommes en compagnie de Daniel Yerso, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé, en plus de votre boulot, Outre-mer Network, qui est une association et qui a pour objectif de contribuer à une meilleure visibilité des ultramarins dans le monde de l'entreprise. Vous nous parlerez plus concrètement tout à l'heure de ce que vous faites. Nous sommes également en compagnie de Christophe Antonette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'une marque de sport qui s'appelle Nels. Ouais. Je crois qu'elle a démarré en Guyane ou en Guadeloupe, cette marque de sport. Elle a démarré en métropole. En métropole, tout à fait. Elle est en tout cas présente en Guadeloupe, en Guyane. En Guyane, Martinique, dans l'Hexagone, et là on s'implante aux États-Unis. Eh ben, vous allez nous dire comment ça se passe pour Avec vous. joie. Et je voudrais saluer également Jean-Claude Beaujour, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Avocat, associé du cabinet d'affaires Hobson, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à l'international et notamment sur le marché asiatique. Vous êtes aussi très impliqué politiquement. Absolument. Mais on va pas essayer de mélanger tout ça, mais ce qui nous intéresse, c'est de parler de l'économie. On va parler économie, On va parler effectivement. économie. C'est souvent lié avec un peu de politique aussi d'ailleurs. Parler des entreprises, des projets. On vous parlera aussi de vos parcours et de votre vision des affaires. Nous présenterons objectivement l'économie des dom-toms et certainement les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez toujours pour vous faire une place ici dans l'Hexagone. Alors Daniel Yerso, qu'est-ce qui vous a poussé vous à créer ce réseau Outre-mer Network? Quel est l'objectif? C'est une idée très simple. Il y a, comme vous l'avez rappelé, il y a un manque de visibilité des ultramarins dans le monde de l'entreprise. Et que ce soit dans les DOM, que ce soit dans l'Hexagone, mais surtout dans l'Hexagone. Donc il était important que les entrepreneurs se rencontrent, s'identifient, fassent des affaires, trouvent des partenariats, que les porteurs de projets trouvent des investisseurs et que d'une manière générale, on contribue à cet effort de conscientisation au sein de la communauté ultramarine pour se dire tout le monde n'a pas vocation à être fonctionnaire et qu'il y a des vrais potentiel dans cette communauté, des gens qui aujourd'hui investissent le monde de l'entreprise parce que ils sont très bien formés. Et aujourd'hui, on met à leur disposition une plateforme qui permet aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets, aux salariés aussi, d'investir ce monde de l'entreprise. Ça veut dire quoi il y a une faible visibilité des chefs d'entreprise ultramarins? Ça veut dire quoi? Qu'on leur fait pas confiance, qu'on leur confie pas des affaires, qu'on les intègre pas dans des réseaux d'entreprise? C'est pas un problème forcément de confiance. Bon, je veux pas rentrer dans le jeu de la victimisation des entrepreneurs de la diversité. Donc c'est un frein qu'on connaît tous. Maintenant, il est clair que entre les chefs d'entreprise ultramarins eux-mêmes, il n'y a pas de contact ou très peu, à part des clans, des positionnements très élitistes. Donc c'est important à un moment donné que les jeunes comprennent qu'il y a des chefs d'entreprise ultramarins. Et par la suite, créer des ponts avec des grands groupes. Donc, par exemple, lors de dîner-débat, on fait intervenir des gens de chez Veolia. Notre dernier dîner-débat était avec la directrice de relations institutionnelles chez Veolia, qui est ultramarine. Et c'est important aussi qu'il y ait une identification de ces cadres et de ces talents ultramarins qui, ensemble, peuvent aussi déjà être mieux vus et puis prouver le talent qu'il y a. Votre avis sur cette question, Jean-Claude Beaujour? Moi, je partage complètement ce qui a été dit. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas, si on reprend le fil historique, il n'y a pas nécessairement une culture business. Or, pour réussir dans les affaires, il faut avoir une culture business. On l'acquiert soit familialement, soit dans des écoles, et puis après on continue par l'expérience. Or, on vient de dire qu'il y a une culture essentiellement fonction publique. Donc on voit l'ultramarin comme quelqu'un qui va dans la fonction publique, et je peux vous dire qu'on trouve, y compris dans la fonction publique, des énarques, des préfets, tout ce qu'on veut. Malheureusement, nous n'avons pas encore de grands patrons qui pourraient donner un signe fort. Et donc, et nous essayons de montrer qu'il y a du monde, qu'il y a des ultramarins dans le secteur privé qui réussissent bien, qui font des choses intéressantes. Et donc, il faut aussi participer à contribuer à changer cette image. Et un ultramarin, vous êtes tous ultramarins
ultramarins. Mais il y en a un qui est chef d'entreprise qui est avec nous, c'est Christophe Antonette qui lui a Un cabinet monté. d'avocats, c'est une entreprise. C'est aussi une entreprise, effectivement. Oui, un peu particulière, mais c'est une entreprise, effectivement. Je disais donc, Christophe Antonette, vous avez créé cette marque de sport Nels. Vous l'avez créée dans l'Hexagone, c'est ça? Dans l'Hexagone, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en Guyane, vous n'aviez pas les moyens de le faire, ou c'était plus simple d'utiliser l'Hexagone pour ensuite revenir en Guyane, Guadeloupe et aller sur ces marchés ultramarins? Non, parce que il y a une réalité, c'est qu'en Guyane, parce que je suis d'origine guyanaise, c'est qu'en Guyane, nous sommes environ 250 000 habitants. Donc déjà là, je voulais une visibilité internationale par rapport à cette marque. Et je me suis dit, vu qu'on avait du mal à trouver des usines, des fabricants, des distributeurs, lorsqu'on est situé en Guyane, donc vaut mieux venir dans l'Hexagone pour pouvoir prospecter au mieux et trouver des partenaires financiers. Ouais, et ensuite on développe cette stratégie internationale et on retourne aussi sur des territoires que vous aimez bien. J'imagine, ça va être aussi très très intéressant. Puis ça devient intéressant aussi pour l'économie locale. Alors l'économie locale, l'économie dans ces départements et dans ces régions, on va en parler juste après une courte pause dans Business Club de France. Nous poursuivons cette discussion sur les chefs d'entreprise ultramarins qui font bouger la France. À tout de suite. BFM Weekend. Chaque week-end sur BFM Radio, USA Hebdo avec Thomas Misraki. Cette semaine dans USA Hebdo, les dessous du dernier hommage à Michael Jackson, les nouvelles relations entre les États-Unis et la Russie. Barack Obama était à Moscou. On va aussi vous faire découvrir une star de la coiffure new-yorkaise. USA Hebdo, samedi 7h, dimanche 14h sur BFM Radio. USA Hebdo sur BFM Radio, les USA comme si vous y étiez. Eric Israelevich, directeur de la rédaction de La Tribune. Pendant tout l'été, La Tribune, c'est l'actu, c'est aussi la Tribune de l'été. Une lecture différente, décalée et sympa. Plein de séries, plein de choses à lire. Le roman de la crise, comment les dirigeants débranchent, les sagas du pouvoir, le grand quiz du business. Et chaque semaine, vos vacances en région. À partir de mercredi, les Alpes passées au crible, à lire dans La Tribune. BFM Radio, Business Club de France, Michel Picot. Les chefs d'entreprise d'outre-mer, l'économie ultramarine, c'est le thème de cette dernière partie de Business Club de France sur BFM Radio. Nous sommes en compagnie de Daniel Yerso, créateur notamment d'Outre-mer Network. Nous sommes également en compagnie de Christophe Antonette, le directeur général de la marque de sport Nels. Et nous sommes également avec Jean-Claude Beaujour, qui est avocat associé au cabinet d'affaires Hobson. Justement, Jean-Claude Beaujour, quand on parle de patrons qui font bouger la France, quand on parle d'économie, d'initiative, on va quand même la faire cette petite parenthèse parce qu'elle a pesé lourd, j'imagine, en termes d'image. C'est la grève dure qui a touché la Guadeloupe et la Martinique en début d'année 2009. Est-ce que c'est un frein au développement économique? Est-ce que c'est l'image qui est écornée durablement et il faudra redoubler d'efforts ensuite? L'image est forcément écornée. 2, sans préjuger du fond de la légitimité d'un certain nombre de revendications, il est évident, et je suis bien passé pour le dire, qu'un investisseur ne place son argent que lorsqu'il a, on lui garantit un environnement stable. Et c'est vrai que lorsqu'une grève dure, lorsque des gens ont investi de l'argent, ils se disent, est-ce qu'on peut prendre des risques? Et c'est le souci. Oui, ça peut poser problème. Donc je crois qu'il faudrait que rapidement qu'on revienne à plus de stabilité dans la région. Ouais, c'est l'avocat qui parle. Hein. J'imagine que vous accompagnez toutes les entreprises internationales de la même manière. Il faut une stabilité. Écoutez, moi, mon obligation professionnelle, c'est de délivrer un conseil qui soit éclairé. On a des ratios de stabilité économique, de progrès économique, de stabilité sociale. On dit à nos clients, voilà, dans telle ou telle zone, on peut y aller, on peut ne pas y aller, ou alors il faut être prudent, il faut attendre, il faut wait and see. Oui, il n'y a pas de raison, je fais exactement la même chose pour l'outre-mer, même s'il est vrai que chaque fois que je le peux, j'encourage, et on a une vraie politique là-dessus, à encourager l'outre-mer comme plateforme internationale de la France, utiliser la Guyane pour mieux s'implanter en Amérique latine ou en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir pour le bassin Pacifique Asie du Sud. Alors là, vous anticipez un petit peu sur une question que je vais vous poser sur le modèle économique, mais c'est très intéressant. Aujourd'hui, toutefois, il y a de nombreux chefs d'entreprise ultramarins qui font bouger cette France, qu'elle soit lointaine ou hexagonale, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, juste une petite question en passant. Vous le disiez, vous notamment, Christophe Antonette, vous avez choisi de vous développer depuis l'Hexagone. Oui. C'était un modèle finalement? Vous avez choisi ça comme ça? Non, c'est parce que lorsque j'ai essayé de lancer cette marque directement en Guyane, mais lorsque je contactais les fournisseurs et envoyais
mon en-tête, mon adresse où je résidais, c'était la Guyane. J'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux. Et lorsque je demandais des délais de paiement, alors là, c'était refusé catégoriquement. Donc j'ai dû dire, il fallait prendre une décision. Ouais. Donc il fallait se dire, pour qu'on puisse nous prendre au sérieux, il faut venir où se trouvent les personnes qui pèsent sur le domaine du textile. C'est quand même assez fou. Oui, finalement. mais je vais vous dire, ça peut être choquant a priori comme cela, mais le monde des affaires réagit comme cela. Vous devez, en fonction de votre secteur d'activité, vous retrouver dans un certain nombre de régions. Vous savez, sortez de France, personne ne connaît, en dehors de Paris, Lyon, Marseille, personne ne connaît la France. Si vous dites mon entreprise est installée à Saint-Quentin, on vous prendra pas très au sérieux à l'étranger. C'est dur, mais c'est comme ça. Et donc, il traduit bien après. Il y a effectivement la capacité technique, le professionnalisme, la réputation qui précède, qui fait que les barrières tombent. Mais il faut pas outre mesure se scandaliser de la chose. Non, mais enfin, ça peut être un petit peu. Non, mais ça se travaille. Vous avez bien dit image. Vous savez que moi, je préconise qu'au plus haut niveau de l'État, qu'on prenne les départements d'outre-mer comme moyen de conquête à l'international. Je m'en vais dans quelques jours en Inde. Je dis que nos départements, nos régions dans l'océan Indien doivent servir de plateforme pour pouvoir aller à la conquête des grands pays émergents. Je pense à l'Afrique du Sud. Alors ça rejoint parce qu'en préparant cette émission, et comme effectivement je connais un petit peu la Réunion également, je me suis dit, est-ce que la Réunion, dans une moindre mesure, Mayotte ne pourrait pas peut-être se tourner plus vers l'Afrique du Sud ou l'Inde, pour le coup. Oui. Et est-ce que on va prendre Guyane, vous le disiez tout à l'heure, Guyane, Guadeloupe, Martinique, plus orienté vers l'Amérique latine. On va mettre Saint-Pierre-et-Miquelon un peu de côté. Mais est-ce que là, ça pourrait pas construire un modèle économique stable? Non seulement, je pense, j'ai presque envie de vous dire, permettez-moi de vous reprendre, c'est pas est-ce que ça ne pourrait pas, ça doit. Parce que la France a besoin de s'internationaliser et donc, par voie de conséquence, la Guyane doit être le dernier port européen ou français, le dernier pont européen ou français pour aller à la conquête de l'Amérique latine. Et il faut pas s'y tromper, la concurrence est dure. Première chose à faire, par exemple, il faut régler le problème de transport pour désenclaver. Regardez un peu, si vous voulez partir de Guyane pour aller au Brésil, vous avez un vol 3 fois par semaine qui est mal fagoté pour aller dans le nord du Brésil. C'est hyper compliqué. Moi, il est parfois plus simple pour moi de prendre l'avion depuis Paris, d'aller à São Paulo ou d'aller à Fortaleza pour pouvoir rejoindre le Brésil. Ça, c'est un handicap, par exemple. Et puis, il faut sensibiliser les grandes entreprises françaises, leur expliquer en quoi, effectivement, ces plateformes françaises peuvent être des moyens de redéploiement au moment où on parle de délocalisation, etc. C'est ça qu'il faut faire. Il y a un véritable travail de prospection. Et par exemple, ça fait partie des réflexions qui sont menées en ce moment. Qui sont menées, mais est-ce que ça avance concrètement? Non, mais il faut être honnête, ce ne sont pas des choses qu'on peut faire en un clin d'œil, en un tour de main. Déjà, on a posé, vous savez, nous sommes un certain nombre avec Daniel, avec d'autres, avec ceux qui sont ici aujourd'hui. Premièrement, nous sommes déjà à ce travail en disant l'outre-mer peut faire gagner la France, parce que trop souvent on dit l'outre-mer c'est un proie. Non, l'outre-mer c'est une chance, et pas seulement une chance en rêve, c'est une chance parce que quand vous devez rivaliser dans un contexte international, et la croissance viendra, notre croissance, nous allons la récupérer avec les grands pays émergents, l'Inde, la Chine. Vous ne pouvez pas le faire uniquement depuis Paris. Et vous avez raison, la Réunion doit nous servir de point d'attaque. Le marché sud-africain est un formidable marché. Par exemple, dans le secteur de la santé, l'Afrique c'est un gros secteur pour nos sociétés médicales et pharmaceutiques. Eh bien, on ne peut pas le faire uniquement en étant depuis Paris. Oui. Ouais, complètement. Et puis autant profiter effectivement qu'on puisse avoir des territoires français et européens. Oui, absolument. Pour s'en servir, mais ça, il faut aller le vendre. C'est un peu votre métier. Enfin, c'est un peu le rôle de rebondir sur ce que disait Jean-Claude et l'intérêt aussi de ce qu'on a fait sur Outre-mer Network et ce que font également d'autres groupements. Il faut bien mettre en valeur l'existence de ces chefs d'entreprise qui apportent une vraie valeur ajoutée, une vraie richesse, une création de richesse dans l'Hexagone. La première école de formation privée en informatique qui forme tous les ingénieurs Bac plus 5 engineering informatique aujourd'hui, ça s'appelle Supinfo. Le président, c'est monsieur Alik Moriès. Et ce monsieur, il a dû faire le tour du monde. Il vient d'implanter 2 nouveaux campus encore en Chine récemment. Maintenant, il y a des campus également dans les DOM. Mais il a dû faire le tour du monde avant de pouvoir s'implanter dans les DOM. Parce que lui-même est originaire de la Martinique. Voilà, c'est ça. Qui est-ce qui connaît au jour d'aujourd'hui? Tout le monde parle d'économie verte.
J'adore la région PACA, mais je pense que le taux d'ensoleillement qu'il y a dans les DOM ne rivalise tout à fait avec le sud de la France. Aujourd'hui, qui connaît JSA Technologies, qui est coté sur le marché de l'Euronext depuis 2008 et qui est fabricant et exploitant de champs photovoltaïques, notamment en Guadeloupe. Voilà, c'est des exemples très concrets. On parlait la dernière fois de monsieur José Louis Gustave, PDG de G2J. Aujourd'hui, il y a une crise internationale. Tout le monde sait que les marchés des sociétés qui agissent sur le secteur de la communication et télécommunication, on le vend en poupe. Eh bien, ce monsieur-là, qui est un leader hexagonal sur le marché de la vidéoconférence, aujourd'hui, a explosé grâce notamment à son partenariat récent avec Citizen Capital. Merci Madame Laurence Meignery. Voilà, ce sont des exemples précis de chefs d'entreprise qui sont implantés également dans les DOM et qui rayonnent à l'international. C'est drôle, J2J, je l'avais retrouvé du côté de Hong Kong, puisqu'il y a des bureaux là-bas également. Et donc, il a aussi aujourd'hui des bureaux en Martinique, à Fort-de-France. Donc, les talents existent, ils sont là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Après, on va parler plus de vos métiers, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette visibilité ? Qui répond ? Moi, je crois qu'il y a deux trois choses, puisque vous nous tendez la perche. Je crois que la première chose, très directement, que vous pourriez faire, c'est de nous aider à mieux communiquer sur ce que l'outre-mer et ses ressortissants, ses enfants, qui sont des Français depuis 4 siècles, apportent à ce pays. Déjà, si on cessait de dire que l'outre-mer coûte, mais l'outre-mer est un atout, vous verriez que ça serait déterminant. Et l'économie est beaucoup psychologique. C'est déterminant pour l'avenir de ces régions. Si on dit l'outre-mer fait gagner la France, c'est tout à fait autre chose que l'outre-mer fait perdre, premièrement. Deuxièmement, nous aider effectivement à communiquer sur cette vie des affaires qu'il y a entre nous, qu'on connaît. Moi, il est quand même regrettable, et merci de nous avoir invités, que vous êtes le premier à nous inviter en tant qu'ultramarins issus du monde des affaires à venir. Je suis parfois invité par vos confrères, mais pas du tout en tant qu'ultramarin, en tant que spécialiste de l'Asie, en tant que bien connaisseur du Japon, de l'Inde ou de la Chine. Là, on m'invite. Mais en tant qu'ultramarin, jamais je ne suis invité. J'ai presque envie de dire, il y a quasiment une fuite. Enfin, on profite pour lancer un appel à ceux de vos auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans le monde de la finance, tout ce qui est fonds d'investissement. Les banquiers ont un rôle d'accompagnement à jouer qui est déterminant. Ça veut dire que les banquiers ne suivent pas ? Les banquiers ne suivent pas toujours. Les parce que initiatives. Alors là, voyez, on dit dom-toms. sans langue de bois pour pouvoir monter une affaire. Que vous soyez en Outre-mer, que vous soyez dans l'Hexagone, la première chose dont vous avez besoin, vous voyez, on est dans le cru, hein, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de gens qui vous accompagnent. Enfin, on a besoin aussi de travailler cette culture du monde des affaires, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des accompagnements, pas seulement financiers, mais en termes d'accompagnement du chef d'entreprise dans son développement. Et pourtant, la population est très jeune, hein, dans les dom-toms. Il y a une pépinière très jeune et bien formée. Oui, non, mais complètement. Nous rentrons de plus en plus de jeunes dans toute gamme d'écoles, pas seulement les plus grandes, mais aussi entre guillemets les plus simples. Il y a un taux de bacheliers qui est considérable. Il y a des jeunes qui vont faire leurs études non seulement dans l'Hexagone, mais souvent qui les complémentent, les complémentent comme je l'ai fait dans le temps, qui les complémentent par des études à l'étranger. Donc ce sont des jeunes qui n'ont rien à envier à leur concitoyens qui ne seraient pas ultramarins. En réalité, il faut redonner à tout le monde confiance. Et puis vous savez, quand on vous dit en permanence que vous coûtez, que vous êtes, vous savez, si on dit, le gamin à qui on dit, tu sais que tu es pas bien, tu es pas ceci, tu es pas cela, il ne nourrit pas de fierté. J'entends bien, mais effectivement, et la grève qui s'est produite, sans parler de fond, nuit, absolument, ou alors renforce cette image négative, les dom-toms coûtent. Oui, mais justement, si cette grève a eu autant elle a pris autant, c'est parce que du côté de l'Hexagone, et je l'ai souvent dit, il y a un travail qui n'a pas été fait. Quand les gens se sentent esselés, quand ils se sentent repoussés, eh bien, on tombe dans le premier des travers. On parle un tout petit peu de business, il nous reste très peu de temps. Christophe Antoinette, je rappelle que vous dirigez cette marque de sport Nels. Ouais. Ça se passe plutôt bien pour vous là aujourd'hui ? Plutôt bien. Alors, on est jeunes, hein, nous avons 2 ans d'existence. Mais nous avons commencé la première année sur du sportswear, et depuis février de cette année, nous avons commencé tout ce qui est équipementier de clubs, de basket, foot, hand, du sport co. Ouais. Pourquoi ce nom ? Il a un sens particulier ou pas du tout ? Si, il a un sens particulier pour ma concubine et moi, parce qu'on a toujours dit quand même. Il a un sens alors. Il a un sens. On a toujours dit qu'on mettait ce prénom de côté pour le gamin. Le gamin se faisant attendre. On s'est dit on va l'utiliser comme ça, on est sûr de pas l'oublier. Voilà, comme ça vous l'oublierez pas celui-là. Et donc aujourd'hui vous continuez à mieux. Bon, la distribution des États-Unis, c'est un immense marché tout de même. C'est un immense marché. Et là encore, on a pu s'imposer, parce qu'on va fournir les universités de basket. On a pu s'imposer parce
que pourquoi ils ont vu sur notre carte de visite, ils aiment bien le produit français, la qualité pour eux, la qualité française sur le textile est irréprochable, parce que bon, il y a eu des personnes qui ont défendu cette matière, ce trésor-là. Et on a pu trouver quelques contacts intéressants, et aussi c'est grâce au réseau, sur le réseau des ultramarins, je pense pas que j'aurais pu décrocher ce contrat. Et je vais vous dire une chose, c'est vrai que vous parlez d'ultramarins, des régions ultramarines, mais ce qui nous caractérise pour beaucoup, c'est que nous ne faisons pas que des affaires avec l'outre-mer, nous n'avons pas que des clients, et la plupart de nos clients sont des non-ultramarins. Loin de moi l'idée de penser que vous faites du business entre vous ou quoi que ce soit. On peut en faire aussi entre nous. Et c'est très bien aussi. Mais je crois que lorsqu'on parle de diversité, je vais prendre l'exemple de la Guyane, est un magnifique exemple de diversité, de beaucoup de monde qui vit en Guyane et qui se comprend. La Réunion est aussi un mélange assez surprenant et assez quelque part magique quand on parle de diversité et de différentes entités de cette société française. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci. Venir cette émission pour parler de l'outre-mer. Merci Daniel Yerso et votre réseau là sur Outre-mer Network, c'est bien ça. Merci Christophe Antoinette pour la marque de sport, de vêtements. Merci à vous de m'avoir invité. Et je vous souhaite plein de belles choses. Merci Jean-Claude Beaujour. Merci à vous. Avocat au cabinet d'affaires Robson. Merci d'être venu. Voilà, Business Club de France s'arrête ici en Outre-mer cette semaine. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.